à tous, bienvenue sur la Web TV du Salon à l'envers. Vous savez que Hélène a mis au cœur de ses orientations stratégiques l'éco-responsabilité et donc aujourd'hui nous allons parler de mobilité décarbonée. Qu'elle soit vélo, électrique, biocarburant, bio-GNV ou hydrogène, toutes ces mobilités sont bonnes pour la planète. Elles sont effectivement complémentaires en fonction des véhicules, des usages et des distances parcourues. Mais aujourd'hui, nous allons parler plus spécialement de mobilité électrique et hydrogène. Et donc, sans plus tarder, j'accueille à mes côtés Frédéric Lava, directrice territoriale Moselle et Meuse chez Enedis et responsable pour toute la Lorraine de la mobilité électrique. Martial Pidol, du groupe Car Avenue et directeur général pour la Lorraine, et Laurent de Flandre de l'AFPA Grand Est, il est ingénieur pour la formation. Donc ces derniers temps, on a observé un décollage, on va dire, très significatif de la vente des véhicules électriques, puisque le taux d'évolution ces 12 derniers mois a augmenté de 50%. Il y a à peu près 1 million de véhicules électriques qui ont été vendus à fin septembre et à peu près 72 000 points de charge de véhicules électriques également à fin septembre. Donc je me tourne vers Frédéric Lava puisque Enedis est le gestionnaire du réseau de distribution électrique en France. Est-ce que vous pouvez nous partager votre vision des enjeux de la mobilité électrique? Alors peut-être plutôt dans la région, s'il vous plaît. Oui, très bien. Donc comme vous l'avez indiqué, donc 2020, ça a été vraiment la rupture dans la vente des véhicules électriques, avec une hausse de 180%, avec une même tendance enregistrée en 2021, en 2022. Et effectivement, on a plus d'1 million de véhicules électriques immatriculés aujourd'hui sur le territoire français. 70 000 points de charge ouverts au public sur le territoire français. Alors pourquoi est-ce qu'Enedis est concerné? Parce que tous ces points de charge sont raccordés au réseau. Et donc Enedis est un des acteurs clés de la réussite du déploiement du véhicule électrique à grande échelle sur le territoire français. Alors vous m'interrogiez, quid du Grand Est? Sur le Grand Est, on enregistre la même tendance. Il y a 80 000 véhicules immatriculés sur la région Grand Est et on a à peu près 5 000 points de charge ouverts au public. Alors on n'est pas en avance, on n'est pas en retard. Cela dit, on observe quand même que les ventes de véhicules est plus rapide que le déploiement des bornes de recharge, avec des déploiements hétérogènes selon les territoires. Merci Frédéric. Martial Pidol, donc Car Avenue, est-ce que vous pouvez nous en parler et puis peut-être apporter un regard croisé par rapport à ce que Frédéric vient de nous exposer? Bien sûr. Car Avenue, déjà, c'est un groupe qui tient 100 automobiles, qui a maintenant plus de 100 ans, c'est un groupe familial. En fait, nous avons 130 concessions. On représente 24 marques, nous avons 2600 collaborateurs avec un chiffre d'affaires d'1,8 milliard d'euros. Et nous sommes le 4e groupe français. Par rapport à votre question sur le croisement de ce qu'on pense dans les concessions, bien évidemment sur la vente des voitures électriques, c'est encore inimaginable il y a 2 ans. Sous le mois de septembre, en fait, les voitures électriques dans le marché ont dépassé les voitures diesel. C'est assez exceptionnel. Qui l'aurait cru, en fait? Pourtant on y est. Le basculement est évident. En fait, 64% des voitures qui ont été immatriculées sur le mois en voiture électrique, c'est des voitures pour les particuliers. Vous voyez que les particuliers ont bien pris le chemin de la voiture électrique et 43% sont les autres motorisations. Un petit focus marché de ce qui s'est passé, ça représente quand même 22 841 voitures particulières électriques vendues sur le mois de septembre. Ça fait plus 32% par rapport à ce qui se faisait auparavant. Et sur les voitures diesel, il y a un petit peu plus de 20 000 voitures d'immatriculées, on est à moins 14%. 16% des ventes globales sur les voitures électriques, c'est un niveau record. Merci à tous. Une autre précision également sur les ventes en société, sur le B2B. En fait, plus 41,5% en fait, sur le marché du mois de septembre et plus 12% des ventes également. Donc on voit que dans les entreprises, sociétés, administrations, ils ont également pris le pas de la voiture électrique. Merci à tous les deux. Donc explosion des ventes de véhicules électriques. Alors peut-être on peut focuser un peu sur la question des bornes de recharge. Frédéric, comment ça se passe au niveau des bornes?
Qui sont finalement les demandeurs de bornes? À quel endroit on en trouve principalement? Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que dans 85% des cas, la recharge se fait à domicile. La personne qui achète ou qui loue un véhicule électrique, soit il se recharge avec une prise renforcée, soit il installe une box chez lui, une borne de recharge de 7 kg maximum. Voilà, ça c'est la première chose, mais c'est essentiel. Après, il y a la possibilité de se recharger en voirie publique, avec des bornes de 22 kg, 24 kg d'essai, déployées majoritairement par les collectivités territoriales. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la région, les syndicats d'énergie, un certain nombre de collectivités aujourd'hui se sont emparés du sujet et travaillent aujourd'hui à l'élaboration de schémas directeurs pour avoir un maillage cohérent sur le territoire, en complémentarité de ce qui est déployé par des entités privées type hypermarché, supermarché. Donc là, des bornes de 22-24 DC, vous récupérez 100 à 150 km dans l'heure. Ça dépend du véhicule, du chargeur embarqué, de la puissance de la batterie. Et puis, pour l'itinérance, il y a la recharge, par exemple, sur autoroute. Donc il faut savoir que d'ici fin 2023, l'ensemble des aires de service seront équipées en points de charge avec des puissances significatives, puisque nous, les demandes de raccordement, c'est plus de 5 mégas par aire de service. Donc voilà, ce qui va pouvoir assurer et conforter l'utilisateur sur de la longue itinérance. Donc si finalement 85% des bornes de recharge se trouvent à domicile, ça veut dire, Martial, que quand un particulier il vient chez vous pour acheter un véhicule électrique, il a probablement qu'il vous demande si vous pouvez l'équiper en borne. Est-ce que concrètement ça se passe comme ça? Oui, effectivement. Non seulement il ne nous demande pas, mais on lui propose. Parce que pour vendre de la voiture électrique, il faut permettre au client de passer la barrière de la recharge. Parce qu'en fait, c'est pour lui une véritable inquiétude. Donc nos conseils sur la pose de borne sont importants pour lui. Donc on a développé une société qui s'appelle Caravenu Watt, qui nous permet de pouvoir proposer des bornes ou des stations de recharge de 7 kg à 300 kW. Donc en fait, on est capable de le faire pour les particuliers, pour les sociétés et également pour les administrations. Pour ce faire, on a pris des partenariats avec tous les installateurs locaux, donc ce qui nous permet d'avoir un bon ancrage sur le territoire. Et je pense que ça, c'est aussi un élément très important parce que les clients ont besoin de conseils. Ils ne savent pas, en fait, en fonction de son tableau, de sa puissance électrique, en fonction de la borne qu'il va pouvoir poser. Donc on a une équipe dédiée de 3 conseillers qui sont capables de pouvoir expliquer aux clients comment il faut faire. Toutes les aides qui sont possibles d'avoir, c'est aussi un élément très important, les crédits d'impôt et une TVA réduite et tout ce qui va bien évidemment avec la pose de borne. Cette société, avec ses conseillers, nous permettent aussi de former tous nos commerciaux, parce que c'est aussi un élément important, parce que pour bien vendre la voiture électrique, il faut être capable de bien expliquer la recharge. Donc partant de là, on forme nos commerciaux en interne pour bien leur expliquer le fonctionnement. Et en plus, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée. Je pense que sur le principe, je vous vends une voiture électrique, en fait, et je suis capable de vous poser la borne avant même de vous l'avoir livrée. Donc pour moi, c'est plutôt un plus important. Merci à tous les deux. Donc si on résume, voilà, l'offre de véhicules électriques est mature, les ventes sont en train d'exploser, on l'a vu avec les chiffres du mois de septembre. Finalement, les particuliers donc, peuvent trouver maintenant des offres de bornes de recharge, y compris chez Caravenu. Et Frédéric, donc vous nous avez dit que sur le domaine public, finalement, les collectivités, la région, les syndicats d'énergie sont en train de lancer des appels à manifestation pour s'équiper en bornes et également sur les autoroutes pour l'itinérance. Donc on va dire que la conclusion est plutôt très positive pour qu'on aille vraiment vers une mobilité décarbonée très rapidement. On peut du coup faire la transition pour ce qui va concerner la mobilité plus lourde, donc la mobilité qui a besoin d'une puissance plus importante et qui va avoir des usages plus intensifs, pour laquelle on peut se dire que là c'est plutôt peut-être le vecteur hydrogène qui va répondre à ces besoins. Du coup je vais me tourner vers Laurent. Pour illustrer alors cette mobilité hydrogène, on a sur le plateau un vélo hydrogène qui nous a été prêté par la communauté de communes Cœur de PIO. Donc on remercie son président Daniel Matergia. Je ne sais pas si
On peut le visualiser avec la caméra. Donc voilà, on y arrive. Merci à la régie. Donc la mobilité hydrogène commence à émerger. Donc évidemment, on parle d'un horizon plus lointain que pour la mobilité électrique. On en est au tout début. Cela dit, dans la région Grand Est, il y a quand même quelques projets qui commencent à émerger. Il y a quelques acteurs qui commencent à s'organiser. Et on sait, Laurent, que pour la mobilité hydrogène, c'est un peu la thématique de la poule et de l'œuf. Il faut à la fois travailler sur les infrastructures et sur les usages en même temps. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer, Laurent, quelle est l'approche de l'AFPA Grand Est en matière d'hydrogène? Oui, merci Christelle, tout à fait. Donc, merci de me donner la parole. Quelques mots peut-être sur l'AFPA Grand Est. Bien sûr. L'AFPA, au plan national, est un acteur majeur de la formation professionnelle. En Grand Est, nous sommes présents dans 16 centres, et nous mettons en œuvre plus de 800 formations qualifiantes ou professionnalisantes, et aussi des programmes d'accompagnement pour des publics éloignés de l'emploi. Alors, par rapport à la filière hydrogène, nous nous sommes intéressés très tôt à la filière hydrogène au niveau national et avec une déclinaison régionale. Et nous nous sommes rapprochés des acteurs principaux du Grand Est, dont Engie, puisque vous êtes un acteur majeur dans ce domaine. Du club Dynamise également, qui est quand même fort important au Grand Est. Et nous sommes partenaires de France Hydrogène. Tout ça nous a permis, en allant enquêter, en s'intéressant à la filière, de repérer les besoins de formation et de compétences. Ils ont été identifiés. Il y a plus de 80 métiers qui sont impactés, ou en tout cas pour lesquels on peut se poser la question de quelles compétences, parce que c'est important dans la filière hydrogène. Dans le Grand Est, au plan national, la stratégie est clairement nationale et affichée, puisque l'État va mettre 7 milliards d'euros sur la table, dont 3,4 milliards d'ici 2023, donc on est en plein dedans. Et puis même au niveau de la région Grand Est, d'ici 2030, la région Grand Est va mettre sur la table aussi quasiment 1 milliard d'euros pour déployer, pour soutenir la filière, donc que ce soit sur la production avec des unités de production massive d'hydrogène, ou le déploiement de stations, et là on arrive à ce qui nous intéresse, la mobilité, donc de stations qui pourront délivrer de l'hydrogène. Donc actuellement, ces enquêtes et ce rapprochement des acteurs nous a permis d'identifier des formations, et nous travaillons actuellement sur la construction des formations, alors que ce soit évidemment sur les infrastructures, bien sûr, c'est comme l'a dit Christelle, le fait la poule, sans infrastructure il n'y aura pas de consommation d'hydrogène, et inversement les infrastructures ont besoin d'accueillir la consommation. Donc voilà, c'est les formations dans le domaine aussi bien du soudage, où là on parle plutôt de coloration à l'hydrogène, mais aussi des compétences peut-être plus importantes, par exemple par rapport à ces fameuses stations qui vont avoir besoin, qui sont finalement un petit peu plus complexes qu'une simple station de distribution de carburant telles qu'on les connaît aujourd'hui, et qui vont demander des compétences de maintenance un peu élargies et d'exploitation élargie. Merci Laurent. Martial, de par vos fonctions, vous êtes, je crois, impliqué dans des instances de la filière automobile. Peut-être vous pouvez nous dire comment vous échangez autour de ces questions de l'hydrogène. Quelle est votre perception? Il est clair qu'aujourd'hui les constructeurs ils sont sous le sujet. En fait, je pense que surtout sur des voitures utilitaires, il y a quelques constructeurs qui le proposent sur des voitures particulières, il y en a encore assez peu. Mais c'est vrai que je pense que l'avenir est vraiment sur les voitures utilitaires, sur les camions, sur les bus. Stellantis a sorti au catalogue un expert sur la partie Peugeot et un Jumper sur la partie Citroën en hydrogène, avec une autonomie de 350 km et une batterie embarquée qui permet de faire 50 km supplémentaires. Vous savez qu'on est aux prémices du sujet. Maintenant, au niveau du tarif, on est encore un petit peu élevé parce que sur le principe, ça va demain baisser. Et puis, bien évidemment, ces problèmes de station. Sur la région, il doit y en avoir une, je crois, qui se trouve à Sarreguemines. Ça ne nous aide pas non plus à le déployer. Mais je pense que c'est vrai, c'est au catalogue. La technologie, elle existe. Et bien évidemment, elle va encore évoluer. Et au fur et à mesure du temps, on en aura de plus en plus. On pourrait même penser que les gros rouleurs de diesel d'auparavant, ils partiront sur les voitures d'hydrogène demain. Donc on espère que ça va se développer assez rapidement. Mais encore une fois, les stations de charge, un peu comme les bornes électriques d'un autre côté,
que les voitures électriques sont extrêmement importantes. Alors sur la région, effectivement, il y a une station hydrogène à Sarreguemines et une station hydrogène à Audun-le-Roman sur la collectivité de Cœur de Pays-Haut, et c'est pour ça qu'ils nous ont prêté un vélo hydrogène. Du coup, Laurent, je crois que vous avez appris une bonne nouvelle du ministère du Travail concernant des futures formations que vous allez pouvoir lancer. Est-ce que vous pouvez nous partager cette bonne nouvelle ? Oui, tout à fait. Donc, nous avons travaillé à identifier les compétences, et donc nous avons obtenu effectivement du ministère du Travail, puisque l'AFPA c'est notre ministère de tutelle, la mise en place de formations expérimentales sur 2 centres de formation chez nous, donc ça sera à Metz et à Mulhouse, pour travailler sur un futur métier qui serait un pilote mainteneur de stations de production, quand on la produit, et de distribution d'hydrogène, et par extension multi-énergie, parce que je pense que l'avenir aussi, on le sait, c'est la multi-énergie. Donc c'est un référentiel on s'appuie sur un peu de la maintenance, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des installations un peu plus complexes. Voilà, et tout ce qui va être tout ce travail-là, cet incubateur, on appelle ça un incubateur chez nous, à Metz et à Mulhouse, on va le construire avec les entreprises et avec les acteurs, dont Engie, là aussi, je remercie de participer activement à ça. Donc on va construire les référentiels, les préciser avec les acteurs, donc les entreprises, pour bien définir ce que sera le métier. Ça pourra démarrer, on va démarrer ça probablement au premier trimestre 2023, nous sommes en cours de préparation, comme je l'ai dit, sur Metz et Mulhouse, et nous pourrons avoir des premiers techniciens, je dirais, même techniciens supérieurs, je dirais, qui seront courant d'année prochaine, qui seront formés, donc fin d'année prochaine. Alors évidemment, on est au début, on l'a dit, il n'y a pas énormément encore de stations, mais il y a des projets là, qui sont, comme l'a dit Christelle, en cours. Voilà, donc dans ces incubateurs, c'est ouvert, donc c'est un financement du ministère du Travail, donc c'est complètement gratuit. C'est ouvert principalement aux demandeurs d'emploi, l'idée étant aussi de pouvoir emmener des gens dans cette filière, mais pas uniquement, bien sûr. Et puis en parallèle de ça, de ces 2 incubateurs, nous allons aussi nous développons actuellement des formations, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des colorisations, le soudeur hydrogène, qu'il faut maîtriser. Rien de nouveau, mais c'est quand même des métaux particuliers, de l'inox, des choses comme ça. Là aussi, c'est une offre de formation que nous allons pouvoir mettre sur pied dès 2023. Voilà, en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment l'incubateur qui nous intéresse, et on va, dans notre façon de faire à l'AFPA, la construction avec les acteurs, des référentiels, et puis la mise en œuvre avec des moyens de formation technique qui se veulent le plus proche possible de la réalité opérationnelle des stations. Donc on peut résumer en disant que finalement les métiers de la mobilité décarbonée, ce sont des métiers qui recrutent, ce sont des métiers d'avenir. Donc on fait le lien entre le fait de l'importance de décarboner, mais aussi le fait de dire à nos jeunes qui nous écoutent que ce sont des filières d'avenir, et c'est des filières dans lesquelles ils peuvent, s'ils sont au collège ou au lycée, faire ce choix d'orientation, de nous rejoindre dans ces métiers-là. Donc, si je peux permettre, Christelle, la prospective indique une centaine de milliers d'emplois dans la filière hydrogène d'ici 2030. Voilà, merci beaucoup. Donc on arrive au terme de cette conférence sur la mobilité décarbonée, donc avec un focus aujourd'hui sur la mobilité électrique et la mobilité hydrogène. Donc vous l'avez compris, le réchauffement climatique nous oblige tous à plus d'éco-responsabilité. Il y a aussi des grandes lois, la loi LOM, les nouvelles ZFE, donc zones à faible émission, et puis la loi CAFE qui s'impose à nous en tant qu'entreprise, en tant que collectivité. Et donc on n'a plus le choix maintenant d'hésiter. Il faut absolument qu'on s'engage tous pour être plus responsables dans nos modes de transport. Donc on espère que vous avez, au travers de cette conférence et de mes 3 intervenants, trouvé des réponses. On reste évidemment à votre disposition pendant ce salon si vous souhaitez continuer les échanges, et sinon au travers des réseaux sociaux sur le compte ELN Entreprendre en Lorraine Nord. Merci à tous, bonne journée.